azali mususu ye wana aliko bongisa te sala ngoma esalama na wenze na biso esalamaka. service à santé ezalaka te tika kobwaka ezalaka te. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Peuple Mokondi. Sur ce plateau, nous recevons un maître avocat pour aborder deux sujets d'actualité. Il s'agit premièrement de la radiation de 3 avocats. Comme vous le savez, le Conseil de l'ordre du barreau de Kouilou a radié 3 avocats et averti 3 autres. Nous allons aussi aborder la question de la mention contre les VPM de l'intérieur. Il s'agit de M. Jacquemaine Chabani. Hier à l'Assemblée nationale, le débat était houleux. La mention n'a pas été examinée pour des raisons évidentes. Nous allons aborder ces sujets au cours de cette émission. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous Maître Enoch Manoka, à qui je dis bonjour. Bonjour M. Julbert, merci de l'invitation. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent de part et d'autre. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans ces très beaux cadres pour discuter de problématiques qui gangrènent notre pays. C'est ici également l'occasion de féliciter M. Gauthier Sey, les DG de ces cadres, pour le travail abattu, parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Voir une personnalité partir de nulle part, partir d'un certain niveau et atteindre ces stades, je crois que c'est un travail à féliciter. Et nous osons croire que dans les jours qui viennent, il y aura des grandes perspectives avec cette chaîne et que nous allons vous voir encore dans de plus grands événements. Je reçois, comme annoncé, nous allons aborder cette question des radiations. Je m'en vais lire ces circulaires. Je pense que vous l'avez lu en tant qu'avocat. Le conseil de l'ordre du barreau de Kouilou a radié 3 avocats, parmi lesquels il y a Maître Jean-Pierre Ngaloula pour manque au devoir de délicatesse, de dignité et de connaissance des règles professionnelles. Alors, ceux qui nous suivent veulent savoir la procédure à suivre pour réintégrer la profession d'avocat. Merci de la question. Je pense qu'il faudrait commencer par préciser une chose. Je suis défenseur judiciaire dans l'attente de la prestation de serment comme avocat. Donc, j'œuvre d'abord comme défenseur judiciaire. Et que quand on est avocat, on est dans ce qu'on appelle les corps d'avocats, c'est-à-dire le barreau. Et le barreau est composé du bâtonnier, du conseil de l'ordre et de l'assemblée générale. Et que les barreaux est régi par une ordonnance loi qui porte l'organisation du barreau suivant ses membres. Alors, lorsque vous êtes avocat, vous êtes astreint à certaines obligations. En l'occurrence, il faudrait une déférence envers les autorités ordinales, il faudrait respecter les textes de la République, il ne faudrait pas vous méconduire, parce qu'on dit que la profession d'avocat est une profession noble. Alors, pour ce qui est du cas des maîtres Jean-Pierre Ngaloula, il faut partir d'abord de l'histoire. Il vous souviendra qu'il a été reproché à maître Jean-Pierre Ngaloula d'avoir tenu des propos entre guillemets discourtois envers l'église kimbanguiste et son chef. Et qui partant de cette occurrence, il serait convoqué au niveau du CESAC. Il a été entendu, mais il n'a pas été sanctionné. Ça, c'est la précision. Au niveau du parti également, nous avons eu des informations comme quoi il serait sanctionné de ne pas œuvrer pendant 3 mois et 3 semaines. Il faut préciser qu'il est membre du parti politique SID, parti cher à Martin Fayoulou. Et que par après, il a été réintégré, il a recommencé son travail. Alors, lorsque vous lisez la note circulaire du barreau, nous respectons cette décision, on reproche à maître Jean-Pierre de manquer la délicatesse, de ne pas avoir respecté les normes déontologiques du barreau. Alors, il faut savoir ici qu'il faut toujours qu'il y ait la proportionnalité entre l'acte posé par l'avocat et la sanction qui est implémentée par les barreaux. C'est-à-dire, il y a d'abord l'avertissement lorsque vous commettez un fait. Par après, on peut vous suspendre pour un délai qui ne peut pas dépasser 3 ans. Et lui n'a pas été averti en amont? Exactement. Je ne sais pas cette procédure, parce qu'il faudrait qu'on se renseigne auprès de maître Jean-Pierre Ngaloula lui-même, mais je pense que c'est ça la procédure, telle qu'est prévue. Et ensuite, il y a la radiation. On peut radier une personne que lorsqu'elle a commis, c'est-à-dire l'avocat, un acte qui est extrêmement grave par rapport à la notoriété du barreau. Mais elle peut intenter l'appel dans ce qu'on nomme le Conseil national du barreau, c'est-à-dire l'Organisation nationale des avocats. C'est à ce niveau-là qu'on pourra traiter de cette question et qu'on pourra soit suspendre cette peine ou soit commuer la peine peut-être en les ramenant
à la peine de 3 ans ou de 2 ans de suspension. Mais je pense également qu'on ne peut pas rattacher les opinions politiques de Jean-Pierre Ngalula ainsi que sa profession d'avocat. Parce que là, il faut le préciser, il répondait aux questions du journaliste Manon Kourou, que je salue, et il répondait en tant que politique et non comme avocat. Exactement. Mais je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait présenté ses excuses. Pas, il m'a dit. Il m'a dit oui, mais sur le même plateau. Je l'ai suivi. Il a été reçu par les CESAC. Il a présenté ses excuses sincères. Exactement. Auprès et du CESAC, du peuple congolais, mais aussi de l'église Kimbanguiste. Je pense que tous ces éléments réunis, si seulement il est en appel, il va le présenter auprès de ceux qui vont siéger. Et je pense également que le barreau va comprendre et qu'il pourra certainement reprendre ses activités. Parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ngalula, c'est un politique, mais au demeurant, c'est un avocat. Il vit de cette profession et non de la politique. La politique, c'est un sacerdoce. La politique, c'est une vocation, ce n'est pas une profession comme telle. Mais en tant qu'avocat, c'est sur base de cette profession qu'il nourrit sa famille. Et je pense que le barreau doit prendre certains aspects pour essayer de comprendre dans quel contexte avait-il réagi, parce qu'il était en face d'une personne qui avait traité l'église catholique, les prélats catholiques comme des personnes qui ont des armes et qui réagissant à ces propos, il avait également rétorqué envers l'église kimbanguiste. Et je crois également que l'église kimbanguiste doit comprendre que Jean-Pierre Ngalula s'était déjà excusé, c'est leur fils autant que nous autres, bien que nous ne partageons pas la même foi qu'eux, mais nous espérons que nous sommes tous congolais et que lorsqu'il y a un problème, on doit être capable de surpasser nos égos pour trouver la solution. Et Jean-Pierre Ngalula, puisqu'il s'était excusé, puisqu'il avait reconnu sa faute, je crois que l'Église catholique peut, l'église kimbanguiste doit également comprendre cet aspect des choses et puis les pardonner. Est-ce que ça dépend de l'église kimbanguiste ou bien du barreau? J'ai essayé de dissocier l'église kimbanguiste et le barreau, parce que j'estime que le barreau n'a pas réussi d'influence de l'église kimbanguiste. Parce que le barreau... Et si c'est le cas? Non, je ne saurais pas affirmer cela dès lors que je n'ai pas de preuves. Je parle du principe que le barreau est indépendant, que le barreau n'agit que sur base de ses normes, et partant de cela, le barreau ne peut pas sanctionner Jean-Pierre Ngalula parce qu'il aurait reçu des ordres venant de l'église kimbanguiste. Donc si le barreau avait agi tel que prévu, partant du principe, je crois que le barreau, au niveau de l'appel, va comprendre les éléments de preuve qui seront présentés par maître Jean-Pierre Ngalula. Mais l'église catholique également, disons l'église kimbanguiste, puisqu'elle joue également une fonction socialisante, l'Église est en accommodation avec la société, il faudrait que l'Église comprenne que deux fois, lorsqu'on est dans une société, les dérives sont inhérentes à la vie sociale. On ne peut pas aujourd'hui mettre Jean-Pierre Ngalula comme les diables, d'autant plus que des fois dans les débats politiques, on s'emporte. Et puisque notre papa des kimbanguistes, c'est un père, je crois que le papa ne peut pas couper la main parce que l'enfant a chié dessus. Donc Jean-Pierre Ngalula, c'est l'un des fils de notre papa. Je crois qu'il pourra comprendre cet aspect des choses et pardonner mon frère et puis les laisser continuer son travail. Donc je crois le plus important pour moi, j'ai aimé le fait que Jean-Pierre Ngalula s'était excusé. Et ça, c'est ça la grandeur d'esprit. Je crois que les gens des kimbanguistes doivent également comprendre. Et d'ailleurs, c'est le cas avec le prélat catholique. Chaque jour, ils sont insultés, je ne les vois pas réagir. Et donc je crois que si nos papas, l'église kimbanguiste, comprenaient également cet aspect des choses, ces problèmes seront jetés aux oubliettes. Est-ce qu'il y a une jurisprudence par le passé d'un avocat retiré du barreau qui a réintégré la profession? Il y a plusieurs jurisprudences. Tout dépend de quel contexte on se trouve, de quelles preuves. Parce que Jean-Pierre Ngalula bénéficie jusqu'à preuve du contraire de la présomption d'innocence tant qu'il n'y a pas une décision coulée en force des choses jugées. C'est-à-dire une décision qui ne peut pas faire objet d'appel. Puisqu'il a encore le droit d'aller en appel, il a une présomption. On attend voir les juges d'appel, les juges ordinaux bien sûr, qu'ils puissent étudier les éléments qui seront apportés par maître Jean-Pierre Ngalula et qui partant de cela, on pourra voir si la décision sera ramenée ou pas. Et je crois également que ça doit prêcher l'exemple auprès des autres parce que le barreau est régi par un principe des infractions indéterminées. Les peines sont prévues dans la loi qui organise les barreaux, mais les infractions ne sont pas prévues. C'est comme ça qu'on vous sanctionne sur base des actes, mais vous ne savez pas vous en tenir. Voilà, tel fait est prévu dans la loi qui nous régit et que lorsque je commets ces faits-là, je tombe sous le coup de l'infraction. Le barreau pose deux principes. Respect de l'autorité ordinale, respect des lois, avoir la délicatesse et tout ce qui va avec. Mais lorsque vous vous écartez à ce principe-là, vous risquerez d'être sanctionné. J'ai connu un cas d'un avocat qui était suspendu puisqu'on l'avait vu en train de pisser en cours de route. Ah bon? Vous et moi savons
qu'on peut être face à un cas de force majeure, qu'il n'y a pas de toilette, vous puissiez. C'est ce qu'on appelle le mal nécessaire. Exactement. Mais la profession d'avocat est régie par le principe de l'honorabilité. On ne peut pas comprendre qu'un avocat puisse pisser. On ne peut pas comprendre qu'un avocat puisse fuir la pluie. Vous voyez un peu? C'est une profession, c'est plus que même les militaires. C'est comme ça que l'avocat est astreint à beaucoup de choses. On est avocat même dans sa chambre. C'est comme ça qu'on dit au niveau du barreau. Même chez vous, dans votre chambre, vous êtes avocat. Il se peut que certains actes que vous posez là-bas puissent se retourner contre vous. Donc, c'est un peu cet aspect de choses qui fait qu'au niveau du barreau, des fois, il y a beaucoup de complications, mais il y a des cas des gens qui ont été radiés, mais qu'au niveau de l'appel, on a essayé de les réintégrer au niveau du corps. Et je crois que ça sera également le cas de Maître Jean-Pierre Ngaloula. Très bien, monsieur Enoch Manoka, pour ces explications claires et profondes que vous venez de donner sur le cas de radiation des 3 maîtres avocats et 3 autres qui sont avertis s'ils continuent à agir de la mauvaise manière. Ils seront eux aussi radieux de ces mêmes barreaux. Nous allons sans plus tarder aborder notre deuxième sujet annoncé. Il s'agit de la mention contre les VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani. Alors, la première question que je vous pose à ce sujet, je consultais en tout cas des chiffres. Il y a 52 députés mentionnés qui ont signé cette mention de défiance contre les VPM de l'intérieur. Ils sont tous ou presque de l'Union sacrée. Tous ou presque de l'Union sacrée. Ils sont issus de 18 groupes parlementaires, dont 10 de l'AFC, de Modeste Bahati, membre de l'Union sacrée. Il est membre du présidium de l'Union sacrée. Il était même les premiers vice-présidents du Sénat. Il y a 6 députés de Dynamique à Jusson, parti cher au président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, l'ancien premier ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une guerre interne au niveau de l'Union sacrée? Je pense qu'il faut commencer d'abord par poser de principes. Lorsque vous êtes élu député national, vous ne représentez pas un parti politique, vous représentez les peuples. Vous êtes appelé à porter les aspirations du peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes appelé à contrôler l'action de l'exécutif pour les comptes du peuple. Alors, déjà sur ces points-là, lorsque le député exerce son pouvoir, exerce son droit et son devoir, cela ne doit pas être calqué en principe avec son appartenance politique au niveau d'une formation politique ou d'un parti politique. Mais si on doit prendre les contextes congolais avec l'Union sacrée, vous deviez constater une chose, que nous vivons le EMPR bis ou le EMPR démocratisé. Tout ce qui se passe comme conflit au sein de l'Union sacrée a des répercussions évidentes au niveau des institutions du pays. Lorsque vous voyez la division qui règne entre l'Union sacrée, entre les membres de l'Union sacrée, il y a un conflit de leadership entre les acteurs. Ce qui fait que, des fois, les actions gouvernementales, les actions législatives se trouvent être butées par le fait qu'on est au sein de l'Union sacrée. Je prends les cas. Ce député l'a dit, aurait été radié, bon, pas aurait, il était radié temporairement de son parti pour avoir initié une motion contre Jacquemain Chabani. Il s'appelle Ladi Yango Tikala. Exactement. Sans avoir reçu l'autorisation de son parti. Ça, c'est d'abord une absurdité. Parce qu'il ne devrait pas recevoir l'autorisation de son parti politique. Parce que lorsque le député exerce sa mission, il n'a d'autorité que les règlements intérieurs, la Constitution et les lois qui régentent la République. Peu importe le fait qu'il appartienne à un parti politique, mais l'exercice de son pouvoir en tant que député n'a rien à voir avec le parti. Mais fort malheureusement, avec l'Union sacrée qui est le EMPR déguisé, on veut tout ramener au niveau de la plateforme Union sacrée. C'est comme ça que vous verrez, avant que la plénière ne soit ouverte, on a lu le message de M. André Mbata qui demande aux élus de l'Union sacrée de ne pas voter pour cette motion-là. Ce qui est une absurdité. C'est de son droit. Non, écoutez. Comment ça doit être de son droit, dès lors que c'est également du droit des députés de voter ou de ne pas voter? Comment expliquer que le parti politique doit être le frein à l'exercice d'un droit d'un député en tant qu'élu du peuple? Parce qu'on dit que les mandats impératifs est nul. Comment expliquer que l'exercice d'un mandat d'un député doit être suppléé par les ordres d'une autorité d'un parti politique? André Mbata, c'est un député national, non? Vous dites? André Mbata, c'est un député? Mais il n'est pas plus député que les autres députés. Il n'a en pas tant que d'autorité. député, il a un mot à dire aussi. Oui, un mot à dire dans l'exercice de sa profession en tant que député et non un mot pour bloquer les autres députés en tant que secrétaire permanent de l'Union sacrée à exercer leurs droits
de contrôle parlementaire. C'est ça. Il s'est exprimé comme secrétaire exécutif de l'Union Sacrée en tant que député. En tant que secrétaire permanent de l'Union Sacrée. C'est à ce niveau-là que je m'insurge contre cette histoire-là. Et donc, moi, je crois ici, vous deviez comprendre que l'Union Sacrée, c'est un conglomérat de gens qui sont frustrés. L'Union Sacrée, ce sont des gens qui sont unis par l'essor. C'est comme ça qu'ils ne parviennent pas à avoir la même philosophie dans la gestion de la République. Vous avez Samal Konde qui a été autrefois kabiliste. Vous avez la majorité des grands partenaires de l'Union Sacrée qui ont été autrefois kabilistes. Vous avez le président de la République qui, lui, émane de l'opposition politique, qui n'avait pas la même philosophie que Bahati quand il était avec le chef de l'État, Joseph Kabila. Ce qui fait que lorsqu'on s'unit dans un tel contexte, c'est normal qu'il y ait des frustrations parce qu'on a été unis par un intérêt. Rappelez-vous de l'histoire. L'Union Sacrée a été créée comment? On a débauché des acteurs du FCC pour les ramener et puis créer une nouvelle majorité. Et les gens ont été débauchés parce qu'ils avaient réussi les véhicules palissades, parce qu'ils avaient réussi des enveloppes. Et lorsque les avantages disparaissent, l'intérêt également disparaît. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui... La théorie du jus et du citron. Exactement. Quand le citron contient du jus, on les suce. Voilà. Une fois fini, on le jette. On le jette, voilà. Mais là, quand on se retrouve dans un contexte où il n'y a plus d'avantages, c'est comme ça que certains commencent déjà à voir comment on peut sortir. Je prends le cas de Bahati qui s'était insurgé contre les changements. Pourquoi? Parce que certaines indiscrétions vous diront qu'il aurait consulté les lobbies américains et qu'on aurait dit qu'il n'y aura pas de changements chez nous. C'est comme ça qu'il voulait se positionner déjà pour savoir que non, si c'est que l'année 2028 ne sera plus là, qu'est-ce que je serai après? Vous voyez? Parce qu'il sait qu'il n'y a plus d'intérêt à rester à l'Union Sacrée. Donc, il sait qu'il n'y aura pas changement de constitution. Selon certaines indiscrétions, il aurait été informé qu'il n'y aura pas de changement de constitution chez nous. Et c'est comme ça qu'il a voulu déjà prendre position. Vous avez un Kamere qui n'était pas... Pour attirer l'électorat congolais. La sympathie de l'électorat congolais. Donc, c'est sur ce point-là que, puisque vous avez une plateforme politique créé pour des intérêts partisans et non pour l'intérêt du pays, il y aura toujours des frustrations. Encore qu'ici, les frustrations au sein de l'Union Sacrée n'ont rien à voir avec les problèmes du Congolais. J'aurais aimé que les membres de l'Union Sacrée se divisent parce que les uns pensent qu'il faut qu'on puisse implémenter telle action pour les droits des Congolais, les autres pensent qu'il faut qu'on implémente une autre action. Ça, je serais content. Mais quand les frustrations dans une plateforme politique sont à la base, disons, sont nées sur le pied des intérêts politiques, je crois que ces gens-là ne sont pas réunis pour l'intérêt des Congolais. C'est comme ça que je l'ai dit toujours. Si Kabila n'a pas pu changer l'homme congolais, notre chef d'État actuel n'a pas pu changer la classe politique congolaise. Si Kabila avait la mission de changer l'homme congolais, le chef de l'État actuel avait la mission de changer la classe politique. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il avait combattu un système. Lequel système était composé de personnes. On ne parle pas du kabilisme, mais sans qu'il y ait les Lambert Mende et tous ces gens-là. Donc la première action qu'il devait implémenter aurait été de changer la classe politique en puisant dans la jeunesse congolaise. Donc d'aucuns disent la musique a changé, mais la danse reste la même. Mais puisque le chef de l'État a puisé dans la Kabylie pour se constituer sa propre classe politique, voilà pourquoi les mêmes actions que nous avons autrefois critiquées sont en train d'être reproduites aujourd'hui. Et nous faisons ce qu'on appelle les cercles vicieux. Une sorte de cycle infernal où vous critiquez aujourd'hui, mais vous reprenez ce que vous avez autrefois critiqué hier. Et donc c'est ça que nous croyons que dans les jours qui viennent, il faut que le chef de l'État puisse voir qu'il lui reste que 2 ans. Et ces 2 années, il peut changer la classe politique. Aujourd'hui, on parle d'une prétendue sortie du gouvernement. Je serais très content de voir Gauthier Seye, par exemple, ministre des Communications, parce qu'on veut voir de nouvelles figures. Je serais très content de voir, par exemple, le maître Diagast. Mais malheureusement, dans ce pays, pour être nommé au gouvernement, il faut forcément être membre d'un parti politique. C'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit ce qui ne devrait pas être le cas. C'est que nous nommons ces phénomènes-là, c'est la partitocratie. C'est-à-dire, les partis politiques prennent de la sanction sur le vécu du peuple congolais. C'est comme ça que ceux qui dirigent le pays ne servent plus la nation, mais servent leur parti politique. Lorsque vous êtes ministre, vous avez l'obligation de faire la rétrocession auprès de votre président du parti politique. Vous avez l'obligation de payer les sièges du parti. C'est comme ça que vous, l'intérêt, c'est quoi? On vous nomme ministre, vous prenez les membres de votre parti, vous leur donnez des arrêtés, vous leur donnez des postes au niveau du ministère, sans que ces gens-là aient la compétence de servir la nation. C'est comme ça que nous, on veut une république des technocrates. Vous prenez Gauthier Seye, vous en faites un ministre, il n'est pas dans un parti politique. On connaît son parcours, on peut facilement se dire que voilà, on essaye une nouvelle version. Mais quand on voit, monsieur par exemple Lambert Mende, qui a servi pendant 30 ans dans cette république, est-ce qu'il ne peut pas quand même se reposer et laisser les temps aux autres?
Lorsque vous voyez les Samalkonde et les restes, ils ont été à la Kabylie, premier ministre ici, qu'est-ce qu'il a foutu pour le pays? Lorsque vous voyez le ministre ici, Patrick Mouyaya, bon, il a fait son temps. Il faut qu'on puise dans la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération a une carrière à mener. Je prends mon cas par exemple. Je sais que si j'ai géré mal le pays aujourd'hui, demain, je n'aurai plus l'opportunité. Si Diagast Diamba ne gère pas bien le pays aujourd'hui, demain, il n'aura plus la même opportunité. Il faut chercher ceux qui ont encore un avenir, en lieu et place de prendre ceux qui ont déjà travaillé avec Mobutu, Kabila les pères, Kabila les fils, et qui travaillent avec vous aujourd'hui, et qui pensent que tout ce que nous pouvons faire, nous sommes au soir de notre vie, volons l'argent de l'État et attendons voir les restes de la vie. Volons l'argent de l'État et attendons voir les restes. Après, nous allons poursuivre notre mission. Comment expliquez-vous, M. Enoch Manoka, des fausses signatures mentionnées dans la mention contre Jacquemaine Chabani? Vous avez suivi l'intervention du député national Gary Sakata, qui a repéré 2-3 noms, des faux noms qui n'existaient pas, raison pour laquelle la mention n'a pas été examinée à fond. Lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, on vous dit que la recevabilité d'une motion de censure est de l'apanage du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que ce qui s'est fait hier, on n'a pas juste voulu qu'on aille au fond. Si Jacquemaine Chabani ne se reproche de rien, j'aurais aimé qu'il y ait un débat sur la motion. J'aurais aimé que les gens discutent de ces actions implémentées au niveau du ministère. Et sur base de ça, l'opinion aurait eu un éclairage sur l'action gouvernementale de Jacquemaine Chabani. Puisque les gens n'ont pas voulu que les débats se passent, c'est parce qu'il y a des choses qu'on se reproche. C'est une évidence. Vous êtes là, on vous reproche que vous êtes incompétent. J'aurais aimé, si Jacquemaine Chabani pense qu'il est compétent, il s'est dit, voilà, j'affronte les élus. Je vous donne noir sur blanc les actions que j'ai implémentées. Je vous donne les problèmes que j'ai rencontrés dans ma gestion. Et c'est comme ça que ça nous aurait permis de comprendre, voilà, si les élus ont rejeté la motion, c'est parce que Jacquemaine Chabani a présenté ses moyens de défense. Mais avoir une motion incidentielle qui vient bloquer une motion principale, je crois que c'était juste parce qu'il ne voulait pas qu'on aille au fond. Encore que il fallait qu'il puisse épuiser la première motion avant qu'on parte au niveau de la deuxième motion. Mais comment on peut analyser, examiner, si vous voulez, la première mention de défiance alors qu'il y a des faux noms inscrits dans la mention? Le député a dit qu'il a des preuves que les députés qui avaient signé sont tous élus du peuple. Mais les noms ont été mal orthographiés. Il a même dit... Certains noms ont été mal orthographiés. Il a même dit qu'il y a des vidéos de gens ou de députés qui étaient en train de signer. Par exemple, je m'appelle Manoka. Par une erreur de frappe, on écrit Manoki. Même au niveau du droit, on dit lorsque une irrégularité ne porte pas atteinte à une partie contre qui cette irrégularité a été soulevée, on ne peut pas la soulever. En quoi est-ce que cette irrégularité-là, d'une petite erreur d'orthographe sur un nom, porte-t-elle atteinte ou soit remet-elle en cause la motion ou le nom de la personne? Moi, j'aurais plutôt aimé qu'on puisse nommer une commission qui aura en charge d'analyser la recevabilité de la motion, d'analyser les noms des élus. Je crois que c'est Mme Christelle Vaughan qui l'a dit. On analyse à fond, parce que là, on était au niveau de l'Assemblée plénière, il y avait du désordre. Peut-être que les députés avaient le preuve quoi. Ces députés ici, puisque vous avez dit que ça n'existe pas, voici la vidéo qu'il avait signée. Réellement la pétition et qu'il est député. Ou soit les députés en question ont réellement signé. Voilà. Mais l'ont fait expressement. Donc ils ont écrit, ils ont mal orthographié leur nom expressement. Il y a eu une erreur de frappe au niveau peut-être de l'orthographe de certains noms. Mais cela ne devait pas pour autant faire en sorte qu'on se dise voilà, il a eu de fausses signatures. Non. Je crois que Gary Sakata en a pris que les noms. Mais on devait par contre aussi laisser la charge à ces députés-là. S'il y a une commission, on analyse la pétition, soit on analyse la signature des élus, on va convoquer chaque député. Viens, c'est vous, mais c'est elle, vous avez signé la pétition, est-ce que vous l'avez réellement signé? Je crois que les problèmes allaient être résolus sans problème. Mais ici, il faut comprendre que l'état des droits, ou soit l'état en République démocratique du Congo, c'est l'union sacrée. La volonté de l'union sacrée pèse sur la vie quotidienne des institutions. C'est comme ça que puisque l'ordre a été donné le soir, on n'a pas pu voir la démocratie vive. J'aurais aimé voir Jacquemaine Chabani tomber. J'aurais aimé voir Jacquemaine Chabani se défendre. Ça aurait sauvé la beauté de la démocratie dans notre pays. Mais puisque nous sommes dans un état où les partis politiques prennent de l'ascension sur la vie du pays, c'est comme ça qu'aujourd'hui, tout se passe comme si
nous devons servir les autorités morales de nos partis politiques en lieu et place de la nation. Comment expliquer qu'on peut suspendre un député dans un parti puisqu'il a agi dans ses droits parlementaires? Si ce n'est pas incongruité. Au nom de l'union sacrée. Si au nom de l'union sacrée, au nom de la haute autorité de référence. Alors que lorsqu'on est d'abord membre du gouvernement, on ne fait plus partie d'un parti politique. On est censé exercer ses actions pour les comptes du pays. Le chef de l'État ne fait pas partie d'une plateforme politique. Mais dans notre pays, vous verrez, quelqu'un vous dit « j'agis en me référant à la haute autorité de référence ». Donc le chef de l'État est chef d'État, président de la République et haute autorité de référence. Alors que cette qualité-là n'est même pas prévue dans la constitution de mon pays. Voilà, allons encore au large. Abordons la question principale pour laquelle Jacquemaine Chabani a été interpellé en quelque sorte en Assemblée nationale. Oui. Problème d'insécurité sur l'étendue du territoire national. Et je rappelle encore que la quasi-totalité de ces députés signataires plutôt de cette motion contre Jacquemaine Chabani sont de l'Est. Il y a aussi des députés de Kinshasa. Il y a aussi des députés de Kinshasa, mais la majorité sont de l'Est en fait. Alors, problème de sécurité, Jacquemaine Chabani ne répond pas, ne sécurise pas parce que ça rentre dans ses attributions en tant que ministre de l'Intérieur, de sécuriser la population, la police bien sûr, mais c'est lui qui gère la police et leurs biens. Les problèmes de sécurité vous inspirent quels commentaires? Qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre ces problèmes qui dérangent et taraudent les esprits de beaucoup de Congolais? D'abord, moi je pense que Jacquemaine Chabani devait démissionner. Je vous prends l'hypothèse qui me pousse à le dire. Vous avez suivi l'autre fois Jacquemaine Chabani vous dire qu'à Tchang, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Alors que c'est lui le ministre de l'Intérieur qui a pour mission de sécuriser toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Lorsque une autorité dépositaire d'une attribution de sécuriser la population reconnaît le fait que l'État est absent dans une partie du territoire national, c'est une preuve certaine que cette autorité-là est incompétente. Parce que la compétence, c'est que vous êtes appelé à sécuriser la population. Puisque vous ne l'avez pas fait, donc vous avez fait preuve d'incompétence. Et puisqu'il en est ainsi, vous devez faire quoi? Démissionner, puisque vous l'avez reconnu vous-même. Déjà ça, cette preuve-là, devait à elle seule suffire pour que Jacquemaine Chabani parte. Mais lorsque vous prenez la République démocratique du Congo en son entier, on vous dit, en lisant l'ordonnance présidentielle portant fixation des attributions des ministres, que Jacquemaine Chabani est l'autorité hiérarchique de la police nationale et des services de sécurité. À Kinshasa, par exemple, les Koulouna font la loi partout, même ici à Gombe, les Koulouna font la loi. Alors que nous avons un ministre à l'Intérieur, on vous dira par exemple, non, au niveau provincial, il y a également un ministre provincial. Le ministre provincial est contrôlé par l'Assemblée provinciale. L'action d'un député national n'est pas pour autant mauvaise parce qu'il y a un ministre du même secteur au niveau provincial. C'est au député provincial également qui estime que le ministre de l'Intérieur au niveau provincial ne fait pas bien son travail de le faire. Ici, les Koulouna font la loi. On a combien de policiers dans la ville province de Kinshasa? On fait l'estimation à 13 000 policiers pour une population estimée à 10 millions d'habitants. Et dans le 13 000, parlent même de 19 millions d'habitants. Et dans les prenons 10 millions d'habitants. Dans les 13 000 policiers que nous avons ici, plus ou moins 6 000 policiers sécurisent les politiques de mon pays. Vous verrez, par exemple, le président du Sénat a 2 jeeps de policiers à lui seul, 2 à 3 jeeps de policiers. Vous verrez certains ministres avec 2 jeeps de policiers. Ce qui fait que les policiers sécurisent plus les particuliers qui ont les moyens que la population. Si vous enlevez 6 000 dans le 13 000, on restera avec 7 000 policiers pour 10 millions d'habitants. Ce qui fait que déjà il y a une adéquation où il y a absence de proportionnalité entre la police et le peuple censé être sécurisé par la police. Et sur ce point-là, même si on déployait la police, là, les 7 000 policiers restants dans l'étendue du territoire de la ville-province de Kinshasa, ils ne seront pas en mesure de sécuriser la population. Alors, depuis que Jacquemaine Chabani est là, il y a eu combien de recrutements de policiers? Première question. Il a commencé avec l'opération Ndobo pour éradiquer la criminalité urbaine. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le même Koulouna. Il y a quand même que certains Koulouna qui ont été arrêtés. Et ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Ils sont dehors en train de faire la fête. Et de reprendre le même forfait pour lesquels ils ont été arrêtés autrefois. On arrête les gens le matin, ils sont jugés demain, et après 2, 3, 4 mois, ces mêmes personnes reviennent pour reprendre les mêmes bavures.
Et sur ces points-là, le ministre doit être tenu pour responsable. Je vous rappelle les cas en France. Sarkozy, ministre de l'Intérieur de l'époque. Ils partent dans une action pour sauver les élèves. Mais puisque l'assaillant a été tué, on a tenu pour responsable le ministre de l'Intérieur. Chez nous, on n'a pas la culture de la responsabilité politique. On pense que lorsque les gens viennent gérer la République, c'est comme s'ils viennent gérer leur propre bien. Vous verrez un membre de l'UDPS vous dire « Yo ko salani ko le kaye ». C'est comme si Jacmel Chabani est mon autorité. Jacmel Chabani, c'est mon serviteur. Il est là pour servir la population. Et il a des comptes à rendre au peuple congolais. Lorsqu'il gère mal le pays, il doit être chassé, mis de côté. Le Congo, c'est 100 millions, plus de 100 millions d'habitants. Et sur les 100 millions d'habitants, Jacmel Chabani est mieux que les autres. On vous dit qu'il n'a pas les moyens de sa politique. Mon frère, on vous nomme ministre. Qui vous dit ça? C'est ceux qui défendent Jacmel. Ah, ceux qui le défendent. Ils disent que non, il n'a pas les moyens de sa politique. Il aurait introduit une loi de programmation, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas mis de moyens à sa disposition. Vous êtes ministre, par exemple. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. C'est quoi les réflexes? Je suis politique, puisque les moyens me permettront d'exercer mon action et que je n'ai pas de moyens, je fais quoi? Je démissionne. Pourquoi il n'a pas démissionné? Parce que l'exercice de son action gouvernementale dépend des moyens qu'on met à sa disposition. Les Congolais n'ont pas la culture de démissionner. Donc, sauf si vous êtes interpellé à l'Assemblée nationale, vous sentez votre mort arriver, là vous démissionnez. Nous avons 2 cas avec Vital Kamerhe qui a démissionné à la tête de l'Assemblée nationale. Nous avons aussi, comment il s'appelle, Modeste Batu aussi, qui a démissionné, sentant sa mort venir. C'est comme ça Au cas contraire, les Congolais généralement n'ont pas la culture de... C'est pas les Congolais. Les 100 millions de Congolais qui constituent la République démocratique du Congo ne sont pas les dirigeants du pays. C'est une fraction des gens, une sorte de caste qui dirige le pays, qui n'a pas la culture de démissionner. C'est la classe politique, pour être vrai, congolaise, qui n'a pas cette culture-là. D'où la nécessité du combat, du renouvellement de la classe politique. Les Bahati, les Kamerhe, les Delis Sesanga, les Fayoulou, les Tshisekedi, tous ces mondes-là, peu importe leur appartenance politique, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, partagent les mêmes valeurs. C'est comme ça que le Congo nouveau ne naîtra pas avec eux. C'est avec nous et vous. Parce que nous avons observé ce qu'ils ont fait. Il est maintenant temps que nous puissions prendre les manettes du pouvoir et gérer ce pays. C'est un Congo où on peut prendre les Gauthier Seye et les restes, les Peter Atiani, les Djaga Djamba, les Mpinda et consorts. On gère les pays. On essaie quand même une nouvelle version, une nouvelle façon de voir les Congo et on gère ces pays. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous avons les Mobutistes, les Kabylistes pères, les Kabylistes fils et les Tshisekedistes aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui ont traversé toutes les époques, mais qui nous ramènent les mêmes valeurs, la même culture, la même façon de faire la politique. Jacmel Chabani n'est pas le plus sain. S'il a été mis face à ses responsabilités, c'est parce qu'il y a de ces choses qu'on reproche à Jacmel Chabani. Moi, j'aurais aimé voir Jacmel Chabani se défendre et je crois que ça aurait été mieux. Mais puisque ça ne s'est pas passé ainsi, comprenez que l'Union sacrée est en train de nous imposer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous pouvez être ministre sans être de l'Union sacrée? Si ce n'est pas la dictature. C'est possible en fait. Qui? C'est possible. Moutama, vous allez dire qu'il a été de l'opposition? Si vous lisez la loi portant statut de l'opposition, on vous dit est opposant, c'est lui qui ne prend pas part à l'action de l'exécutif. Et on ne peut prendre part à l'action de l'exécutif que lorsqu'on gère la République. Moutamba était de l'opposition. Il ne pouvait pas. Une fois nommé ministre, il devient de la majorité. Voilà. C'est tic au tac. Mais certains parlent d'une opposition républicaine. Ça n'existe pas. La loi portant statut de l'opposition parle de l'opposition tout court. C'est juste pour créer des émois et des émotions qu'on traite, qu'on crée un concept pour créer des machinations comme quoi opposition républicaine. Aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui gère la République. C'est les RPR déguisés. Même pour être président des étudiants dans certaines universités, on vous dit il faut voir les autorités du pays. Même pour MPR démocratisé. Ouais. C'est ce que vous avez dit au début. Vous dites MPR démocratisé. Exactement. Nous vivons le MPR démocratisé. Pourquoi? Parce que quand même, il y a d'autres partis politiques qui existent. Mais dans le fonctionnement, tout part de l'Union sacrée. Et c'est l'Union sacrée qui gère au quotidien. Je crois même que pour recruter les gens, ils viennent également de l'Union sacrée. Bon, vous avez suivi l'autre fameux monsieur Augustin Kabouya qui vous dit, vous ici les motards, vous êtes des services de sécurité. Sans être nommé. Mais lui, parce qu'il est de l'UDPS, parce qu'il est à l'Union sacrée, il pense que le fait d'appartenir à l'UDPS vous donne déjà les droits d'être tout au Congo. Sauf rien.
Dans quel contexte il l'a dit? Parce que chaque Congolais, partout où il se trouve, il a droit de protéger son territoire. Monsieur Gilbert, vous savez, lorsqu'on est une autorité, on ne se permet pas n'importe quelle expression dans l'espace public. Il y a ces choses qu'il faut dire avec beaucoup de retenue. Parce que la grandeur d'un chef, c'est dans sa capacité à se retenir lorsqu'il faut s'exprimer en public. Et surtout à peser ses propos. Vous êtes dans un espace public où on dit souvent que la masse n'a pas d'âme. Vous dites aux gens que vous faites partie des services de sécurité. Vous savez comment on recrute au service de sécurité? Vous savez comment ou sur base de quels critères on peut vous recruter dans les services d'intelligence? Je prends encore un exemple. Le chef de l'État vous dit l'expression ne veut pas forcément dire que c'est la population qui doit arrêter. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Population policier. Pourquoi? Parce que en public, la masse n'a pas d'âme. Le chef doit être capable de se contenir et de savoir comment s'exprimer en public. C'est comme ça que les gens comme des Kabouya, aujourd'hui nous avons un débat sur le fait qu'ils ne parlent que des gens, ils ne débattent pas sur les enjeux politiques de l'heure. Il ne débat jamais, il ne peut pas prendre les sujets économie par exemple, macroéconomie. Vous voyez M. Augustin Kabouya vous prendre une analyse macroéconomique, je crois que ce jour-là, Dieu pourra Manoka, cher internautes, nous sommes en train de chuter, terminer cette émission. Quel serait votre mot de la fin? Merci une fois de plus pour l'invitation. Je crois que c'est une grande opportunité. Une première qui ne sera pas la dernière. Exactement, d'être dans vos locaux. Et je crois que ça ne sera pas une dernière fois pour moi de revenir de temps en temps. Et je réitère mes félicitations à M. Gauthier Sey pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre. Je crois également que le Congo nouveau est possible. J'en appelle à la prise de conscience de la jeunesse congolaise, de comprendre que nous ne sommes pas les matériaux de construction des politiques. Parce qu'aujourd'hui, être jeune signifie chanter pour un politicien et recevoir 5 000 francs, 10 000 francs de transport et rentrer chez soi alors qu'on n'a pas du travail. Les jeunes Congolais doivent comprendre que c'est lui qui est le décideur de l'avenir du pays. C'est lui qui est appelé à gérer le pays demain. Et la gestion du pays se prépare aujourd'hui. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui gèrent mal puisqu'ils n'ont pas été préparés hier à la gouvernance. Nous devions prendre conscience de nos limites, commencer à nous préparer pour que demain, nous soyons les artisans et les bâtisseurs du Congo nouveau. Je crois également que la classe politique congolaise doit comprendre qu'on ne devient pas dirigeant pour sa famille et son parti politique. Lorsque vous êtes nommé, vous êtes là pour l'intérêt du pays. Il vous reste encore 2 ans de gestion, travailler pour les intérêts des Congolais. Nous allons applaudir les actions positives et nous serons toujours là pour critiquer ce qui ne marche pas. Merci beaucoup, ça sera votre mot de la fin. Messieurs, dames, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Moi, c'est Gilbert Ngonga, votre humble serviteur. Au revoir.